Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire qui se déroule donc dans le cadre de la semaine Semences et plants en région Centre-Val de Loire. Donc je me présente, je suis Aude Pontonnier de la Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loire. Et avant de faire ce webinaire et donc passer la parole aux différents intervenants, je voulais juste vous donner les petites règles de fonctionnement pour ce webinaire. Donc on est sur un webinaire d'1 heure qui va se dérouler en 2 temps. Une première partie de présentation avec les intervenants. Et donc, dans cette partie-là, on va couper vos micros. Je vais vous demander de, alors normalement c'est fait pour la plupart, mais de couper vos caméras. Et il y aura un deuxième temps d'échange pour répondre à vos questions. Donc, pour les questions-réponses, je vous demanderai d'écrire dans la petite boîte de dialogue. Alors, en fait, elle se trouve en haut à droite. Vous avez, dans l'onglet participants, vous avez une bulle qui représente comme une petite bulle de bande dessinée. Donc, c'est écrit chatter. Et vous écrivez donc vos questions dans cette partie-là. Donc, on pourra les voir et donc les intervenants pourront y répondre. Si besoin de précision sur votre question, on pourra vous passer la parole. Donc merci de respecter ces règles-là, de garder vos micros coupés et vos caméras coupées. Et donc je vais passer la parole à Marion Gouviala de la FNAMS pour la première partie de ce webinaire, donc sur la partie céréales. Et je te passe la main, Marion. Il faut juste que je te trouve. Moi, je suis en le CFS, comité, Cap Filière Semences. Là, j'en ai 2. Ouais, c'est un des. C'est Ah, c'est bon. Oui, c'est bon, je l'ai. Parfait. Voilà. Donc bonjour à tous, Marion Bouviala de la FNAMS. Donc je suis ingénieure régionale en région centre, en fait, basée à Bourges. Et je vais parler un petit peu là pendant une dizaine de minutes de la production de semences de céréales. Voilà. Les céréales, en fait, il faut savoir que donc c'est les premières, les céréales, les semences de céréales, c'est les premières productions de semences en termes de surface, en fait, en région centre. Donc là, c'est des chiffres donc, qui sont ici mis sur la récolte 2019. Donc il y avait 17 642 hectares en région centre. Donc le plus gros département producteur, c'était l'Eure-et-Loire avec 5 400 hectares. En deuxième, on avait le Loiret, 4 600 hectares, et en troisième, le Cher, à peu près 3 600 hectares. La première production, c'est le blé tendre pour au moins la moitié, si ce n'est pas plus, de ces surfaces dans chaque département. Après vient l'orge, et en troisième, le blé dur, notamment sur les départements d'Eure-et-Loire et du Loiret. On a un petit peu de triticale, qui est situé surtout sur le Cher et l'Aisne. Donc voilà, ça représente vraiment les semences les plus multipliées. Alors, Aude, il faut pas que tu touches ta caméra. Moi? Ouais. Oui, tu n'as pas ouvert ta caméra. Ouais. Alors par contre, évite de toucher la souris parce que du coup, je perds le contrôle à chaque fois. Donc voilà, donc je vais vous parler de l'itinéraire technique céréales semences en fait pendant une dizaine de minutes. Donc comme toute production de semences, on a un double objectif qui est à la fois un objectif de rendement et de qualité. Donc au niveau des qualités, en fait, hein, c'est des qualités, c'est pas une qualité, mais des qualités. On parle de pureté spécifique, pureté variétale, état sanitaire des cultures, faculté germinative, vigueur de germination. Et en fait, toutes ces qualités vont imposer des contraintes spécifiques sur l'itinéraire technique de la céréale. Voilà. Donc un petit point pour commencer sur les normes de certification. Parce qu'en fait, ça c'est important quand on produit des semences, c'est que le lot, de toute façon, doit être certifié. Et donc, il doit respecter certaines normes de certification. Donc là, j'en ai pris certaines.
Alors, en termes de faculté germinative, en général, il faut qu'on soit sur toutes les céréales sauf le triticale, en fait, à 85% minimum de faculté germinative. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'était tout ce qui était pureté spécifique. Donc là, en fait, on est en nombre de graines dans un échantillon de 500 grammes, et donc on est à 4, dont une d'autres céréales, dont d'autres espèces 3, et 0 de folle avoine. Et ça, c'est important, en fait, ces règles-là, parce que l'état de votre parcelle, et puis notamment la réussite du désherbage, va jouer énormément sur cette pureté spécifique, qui est très importante pour la certification de votre lot après. Voilà. Autre chose, quand on produit des semences, en fait, il y a des distances d'isolement à respecter. Du coup, quand on est sur, par exemple, pour des semences de base, voilà, quand on est entre deux espèces, enfin deux champs, deux parcelles, mais avec la même variété, on a 1 mètre à respecter, un peu plus quand on est entre du triticale et une céréale. Donc voilà, il faut respecter des distances d'isolement. Donc en céréales, c'est pas très très contraignant par rapport à d'autres espèces où ça peut être plusieurs kilomètres, mais ça va se jouer après au niveau de la récolte, notamment avec le détourage des parcelles. Le précédent culturel, en fait, est aussi régi par un certain nombre de normes. Le précédent de la même espèce est interdit et les précédentes pailles d'autres espèces, en fait, vont augmenter énormément le risque d'impureté, notamment des orges dans le blé. Les précédents maïs sont très risqués. Certains établissements peuvent même en fait l'interdire, notamment pour le risque de fusariose. On reparlera de la fusariose en fait juste après. Et ce risque fusariose est aussi marqué en pommes de terre et en betterave. Et alors, donc, il y a pour la partie pureté spécifique, en fait, il y a deux types d'espèces qu'il faut particulièrement surveiller. Les folles avoines, parce que les folles avoines, comme je vous l'ai montré dans les normes de certification, on est pour à peu près à 0, enfin, on est à 0 graines de folle avoine, en fait, dans 500 grammes de semences. Et également les repousses de céréales, de céréales, oui, à surveiller. La position de la parcelle dans la rotation en fait est très importante justement pour éviter ces problèmes de repousse et tout ce qui est perte à la récolte et travail du sol. Si je détaille un peu, pour les repousses de céréales en fait, les pertes à la récolte, on est en moyenne entre 1 et 2%. Et en fait, quand on a fait des mesures dans certains essais, ça fait à peu près 200 graines par mètre carré en moyenne. Donc en fait, c'est énorme. Donc il faut vraiment faire attention au moment de la récolte et au moment de l'implantation, en fait, toujours semer sur des sols propres pour ne pas avoir des repousses de céréales. Bon, ces repousses de céréales sont liées à pas mal de facteurs. La qualité germinative des graines, euh, ça on la connaît pas. Mais par contre, la position de la parcelle de multiplication dans l'assolement et le choix des techniques de travail du sol, en fait, ça on peut gérer. Il ne faut pas hésiter, alors quand les conditions climatiques sont propices, il ne faut pas hésiter à faire des faux semis quand on est en précédent paille, en fait, pour se débarrasser du plus possible de repousses de céréales. Alors les folles avoines, c'est quelque chose qui est assez compliqué à gérer. Alors la contamination d'une parcelle en folle avoine, en fait, peut avoir plusieurs origines. L'environnement, les bordures, la moissonneuse-batteuse, si elle vient d'une parcelle qui est contaminée, tout ce qui est apport de fumier, matière organique ou des semences. Le problème en fait avec la folle avoine, c'est que déjà, elle peut lever jusqu'à 20 cm de profondeur, voire plus, et elle a une période de levée qui est très étalée en fait, c'est-à-dire qu'elle peut lever de mars à juin. Donc l'application d'herbicides pour contrôler les folles avoines en fait est particulièrement délicat parce qu'il faut arriver à gérer cet étalement de levée. Et du coup, l'ultime recours pour sauver une parcelle de semences, en fait, il peut y avoir un essimage manuel ou mécanique en fait, à faire pour gérer soit des repousses de céréales, soit des folles avoines. Et toutes les plantes essimées, notamment les folles avoines, en fait, même quand elles sont immatures, il faut vraiment les retirer de la parcelle, parce que les folles avoines ont la capacité en fait, à continuer à mûrir, en fait, même une fois arrachées. Donc, voilà, il faut vraiment sortir les plantes arrachées des parcelles. La fusariose, en fait, je l'ai brièvement évoqué tout à l'heure.
Alors en semences, en fait, alors en blé de consommation, on a tendance à privilégier la lutte contre le fusarium, les fusariums qui peuvent faire des mycotoxines. Alors bon, en semences, les mycotoxines, c'est pas très important. Par contre, ces fusarioses-là, en fait, peuvent faire d'importantes pertes de germination. euh, et en fait, aussi bien les souches nivalées que fusarium. Donc, enfin, le problème supplémentaire, c'est que les traitements de semences en fait, ont une efficacité qui est pas totale. Elle est assez limitée. Donc voilà, la lutte en végétation contre les fusarioses est vraiment très importante. D'où le fait que les précédents qui peuvent favoriser euh, la fusariose sont en général enfin, assez proscrits, quoi. Et la protection en végétation en blé semence est vraiment indispensable. Et un petit dernier point en fait sur la récolte, qui est vraiment une étape clé, notamment pour maintenir en fait la pureté des lots. Euh, En fait, le nettoyage de la machine est vraiment indispensable, et vraiment un nettoyage poussé euh, de, de la machine, de tout ce qui est benne et appareil de manutention également, parce que dès que on manipule des lots, en fait, on peut introduire des graines adventices, enfin, autres plantes en fait dans le lot, et ne pas hésiter aussi à détourer les parcelles quand les bordures de champs sont pas nickel, pour éviter des problèmes sur la pureté spécifique qui peuvent recaler un lot complètement. Autre point pour la qualité germinative, en fait, il y a enfin, il faut vraiment récolter au bon stade. Quand on récolte et que c'est pas assez mûr, bon déjà c'est difficile à battre, c'est difficile à récolter, et ça va mal se conserver dans le temps. Par contre, quand on récolte trop sec, à l'inverse, là, on a des semences qui sont plus fragiles, qui peuvent casser. Donc ça, c'est visuel. La casse, c'est visuel. Mais aussi, il peut y avoir des micro-fractures en fait, qui sont invisibles à l'œil nu, mais qui endommagent les embryons. Et donc, du coup, on aura des problèmes de faculté germinative plus tard, sur des lots où on a l'impression qu'il n'y a pas de souci. Donc, vraiment, l'optimum de récolte, on est entre 13 et 15% d'humidité sur les céréales, avec une machine qui est bien équipée, enfin, bien nettoyée, bien équipée et bien réglée. Petit focus sur tout ce qui est réglage de moissonneuse. En fait, au niveau de la FNAMS, vous pouvez trouver sur le site internet un guide, le guide de la récolte des semences. Vous pouvez trouver tous les réglages de moissonneuse, donc aussi bien sur céréales que sur d'autres espèces, qui vous donnera en fonction de votre type de machine, de la culture, etc., en fait, les réglages optimum pour une bonne récolte. Donc, pour résumer en 3 phrases, en fait, l'itinéraire technique voilà, de céréales semences, en soi, c'est pas tellement différent d'une plante en consommation par rapport à d'autres groupes d'espèces, notamment ce qu'on verra après, les potagères, mais vraiment une mention spéciale sur le désherbage qui a un impact vraiment important sur la pureté du lot. Attention aux fusarioses qui peuvent poser de gros problèmes après de germination plus tard. Et enfin, une récolte qui est primordiale pour notamment préserver la qualité germinative et la pureté des lots. Voilà en quelques mots, en fait, quelques informations sur les itinéraires techniques céréales semences. Du coup, peut-être Marion, on va faire, s'il y a des questions sur la partie céréales, on va peut-être les faire maintenant pour pouvoir te libérer, si tu préfères. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le chat. Là, il y en a pas sur la partie Je suis là 3 minutes céréales. encore. Comment? Je suis là 3 minutes encore. 3 minutes. Vous avez 3 minutes pour poser vos questions. C'est rapide. Alors, sinon, si jamais les questions vous viennent après, donc vous avez, avec le lien de connexion, vous avez reçu le guide du participant avec tous les contacts des gens qui interviennent dans la semaine. Et donc, du coup, mes contacts, mes coordonnées sont dans ce guide-là. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent après, n'hésitez pas. Vous avez mon mail dans le guide. Ça marche. Voilà. Bah, écoute, Marion, je pense que je vais te libérer, puisque Bonne continuation de webinaire avec les potagères maintenant.
c'est ça. Donc, je vais passer la parole à, pardon, à Élise Morel de la FNAMS sur la partie potagère. Je vais passer la diapositive, voilà. Et Élise, je vais te donner le contrôle. Ça marche. Bonjour à tous. Je suis la collègue de Marion. Je suis ingénieure régionale basée à Ouzouer-le-Marché dans le 41 et je suis spécialisée, moi, plus semences potagères et je travaille aussi un peu la betterave industrielle. Alors, est-ce que ça fonctionne? Attends. Ça n'a pas l'air de bouger, Aude. Hop, voilà. C'est bon. Donc en fait, je vais vous présenter les semences potagères un peu sur le même principe que Marion. Donc en fait, on commence avec donc les surfaces. Donc ça, c'est des données issues du GNIS. Donc en France, vous avez en gros 24 000 hectares de potagères qui regroupent un grand nombre d'espèces. Et en région Centre-Val de Loire, on a en surface de multiplication de semences potagères, ça représente 34% de la surface nationale. Alors, répartis en deux grands groupes, donc on a en gros 4 000 hectares de légumes secs et 4 000 hectares de potagères fines. Dans les légumes secs, donc en fait, vous avez en foncé, vous avez les départements, donc les cartes du GNIS ne sont pas vraiment à jour pour 2020. En fait, les gros départements donc en potagère, c'est le département du 28 et du 41. Et après, vous avez un peu le Berry, notamment avec les légumes secs et quelques potagères fines. Donc, au niveau des différentes espèces, donc légumes secs, le gros des espèces, c'est donc le pois potager, la lentille, le haricot filet ou haricot mange-tout ou flageolet. Et ces dernières années, on a un développement du pois chiche dans la région. Pour les potagères fines, en fait, là, il y a beaucoup plus d'espèces. Et là, vous en avez que certaines, celles qui sont majoritaires. Donc, en fait, ça va de… Donc, les deux grosses espèces, on va dire, c'est la… Enfin, il y en a plusieurs, mais c'est la carotte et l'oignon qui est souvent représenté chaque année. En fait, les surfaces varient d'une année à l'autre. Et donc là, ce sont les chiffres 2019 et les surfaces de coriandre étaient importantes cette année-là. En fait, ces surfaces-là, elles fluctuent beaucoup d'une année sur l'autre. Donc là, il y avait, en fait, la fluctuation dépend du besoin des établissements semenciers en semences. Donc, autre espèce importante dans notre région et qui sont essentiellement produites chez nous, c'est l'épinard. Donc là, avec 620 hectares en 2019 et la mâche, 315 en 2019, 315 hectares. Après, vous avez un peu de betterave potagère, un peu de persil et un peu de chicorée bisannuelle ou chicorée industrielle. Donc la multiplication de semences, vous allez un peu retrouver ce que vous a expliqué Marion. En fait, c'est une production contractuelle qui est régie par une convention type de multiplication et qui fixe des exigences. Et vous avez le contrat de multiplication qui fixe en plus donc des objectifs de rendement et des critères de qualité qui peuvent être en plus de la convention type. Donc, cette convention type, elle est disponible aujourd'hui sur le site de la FNAMS et sur le site du GNIS. Vous y avez donc accès. Donc, les différents critères qui sont demandés en production de semences et notamment potagères, en fait, pour réussir votre production, il faut être vigilant tout au long du cycle de la culture, mais également à la mise en place
de la production, c'est-à-dire dans le choix de votre parcelle. C'est un peu ce que vous avez expliqué, Marion, c'est le même principe. Donc, en fait, il faut être vigilant par rapport donc, au précédent cultural, à l'isolement par rapport à d'autres parcelles dans l'environnement, puisque il y a, et comme en céréales, donc des critères de pureté spécifique et pureté variétale, où il faut gérer donc, le risque d'adventice intriable ou de repousse de culture précédentes qui peuvent impacter en fait votre lot de semences. Ensuite, donc, tout au long du cycle, en fait, il y a un itinéraire spécifique afin d'obtenir l'objectif de rendement et les critères qualité, pureté spécifique, pureté variétale et qualité sanitaire des graines. Donc en fait, ça concerne donc, tout un cortège de ravageurs et de maladies. Donc il faut bien gérer l'alimentation hydrique, l'alimentation minérale, et pour certaines espèces, vous avez en plus donc un volet pollinisation avec des ruches d'abeilles domestiques qu'il faut installer dans les cultures, et donc travailler avec un apiculteur professionnel, ou ça peut être amateur. Et ensuite, donc, pour obtenir, avoir donc une qualité de semences, ça concerne également, comme en céréales, le point récolte, avec déjà le respect du stade de maturité, toute la notion du réglage de matériel de récolte, donc moissonneuse, remorque, et toutes les conditions de ventilation-séchage qui peuvent altérer la qualité de votre lot de semences. Donc si on regarde par critère de qualité, donc notamment la pureté spécifique, donc vous comme en céréales, donc il faut bien choisir sa parcelle, savoir quel risque repousse on peut avoir en tenant compte de l'historique de la parcelle, et puis quel type d'adventice on peut retrouver dans la culture, en sachant qu'il y a certaines adventices qui sont intriables dans un lot de semences. Et là, je vous ai mis une adventice classique qu'on retrouve chez nous, qui est la renouée liseron, qui est intriable dans un lot d'oignons. Donc, il faut maîtriser également au cours de la culture tout le désherbage de sa parcelle, en sachant qu'on est dans un contexte compliqué en matière de solutions chimiques, puisque on est plutôt dans une période de réduction des substances actives et peu d'avenir dans des nouveautés herbicides ou produits phytosanitaires en général. Donc pour respecter ces règles de pureté spécifiques, donc ça oblige également de maîtriser donc la pollution du lot au moment de la récolte, et au niveau post-récolte avec le nettoyage des équipements. Hop. Ah, marche plus. Ça y est. Donc autre critère, j'ai été trop vite. Autre critère, donc vous avez le critère de pureté variétale des semences. Donc pour cela, en fait, il a été fixé des normes d'isolement entre parcelles. Donc ça, vous avez les informations par la convention type, et c'est généralement donc l'établissement semencier avec le CNIS qui gère ces distances d'isolement. En semences potagères, l'ensemble des parcelles sont cartographiées, et ça permet en fait de vérifier que les distances d'isolement sont respectées. Donc là, je vous ai mis deux exemples pour donc les deux principales espèces. Donc ça peut aller de 1000 à 2000 mètres entre des parcelles d'oignons, et c'est variable selon les types d'oignons, ou 1000 à 1500 mètres entre des parcelles de carottes. Pour maîtriser aussi cette pureté variétale, ça oblige d'entretenir l'environnement de l'exploitation, et on pense en particulier la gestion des carottes sauvages dans l'environnement, où c'est valable aussi pour les chicorées sauvages. Donc quand même dans un contexte de plus en plus difficile pour intervenir dans l'environnement. Donc ça concerne l'entretien des bords de route, d'autoroutes, et puis c'est valable aussi avec le voisinage.
Donc, on peut être contraint de demander des destructions de plantes chez des agriculteurs ou chez des particuliers, comme des jardiniers qui peuvent laisser monter à graines certains légumes. Ça peut être aussi le cas avec donc des cultures qui sont montées à graines, par exemple avec des problématiques betteraves, ou des jachères où on voit de plus en plus donc des bandes de culture où, par exemple, dans certains mélanges, on implante des carottes sauvages. Donc, ça devient quand même assez problématique et il faut être vigilant là-dessus pour respecter ces critères de pureté variétale. Donc, autre point qui peut altérer donc, cette pureté variétale, c'est les repousses de culture dans l'environnement ou au sein des parcelles de l'exploitation. Et on retrouve également tout ce qui est matériel de récolte où il peut y avoir des pollutions dans un lot de semences. Concernant les objectifs de rendement, alors est-ce que ça suit? Hop. Ça n'a pas l'air de suivre. Pardon. J'ai plus la main. Voilà. Donc, par rapport à la contrainte rendement et donc qualité physiologique et sanitaire des lots. Donc là, c'est tout au long du cycle de la culture avec des itinéraires techniques assez rigoureux qui ont des contraintes. Donc, je rappelle avec notamment solutions chimiques en diminution. Donc, les semences potagères, ce sont des cultures mineures qui bénéficient aujourd'hui peu d'autorisation, en sachant qu'on bénéficie des homologations sur des usages spécifiques porte-graines. Donc, on a mis en place un site qui s'appelle Phytofnams où vous avez tout le détail des produits autorisés sur les usages porte-graines, mais on bénéficie également des usages de cultures de consommation. Donc, on a un peu plus de chance par rapport aux cultures de consommation, mais on a quand même peu de solutions avec des cultures qui sont à cycle long et donc des périodes de risque multiples qui nécessitent donc plusieurs interventions et donc un suivi de culture qui est assez minutieux. Pour information, je vous ai mis des cultures, un exemple avec le persil qui se sème qui peut se semer au mois de mai si on l'implante sous un couvert de tournesol, ou alors semer au 1er août en semi-direct. Et c'est une culture qu'on récolte après le 15 août. Enfin, récolte, ça veut dire endénage aux alentours du 15 août et battage vers la fin août, début septembre. Donc, c'est quand même des cultures qui sont assez longues où il faut maîtriser l'itinéraire technique. Après, vous avez donc la difficulté également d'avoir des lignées parentales qui peuvent être difficiles à multiplier et très sensibles à certains pathogènes bioagresseurs. Donc là, je vous ai mis l'exemple des oignons rouges qui sont beaucoup plus sensibles, notamment au mildiou, qu'un oignon jaune de type Rindsburger, ou alors vous pouvez avoir donc des lignées ou des variétés à multiplier qui, j'ai pris le contexte de l'année 2020, sans résistance génétique, avec une pression puceron qu'on a eue en 2020, c'est un peu compliqué à produire. Donc ça, il faut le savoir. C'est pas si facile que ça. Alors, donc itinéraire technique oblige donc un accès, enfin pour produire des semences potagères, l'accès à l'eau, à l'irrigation est un critère obligatoire pour la signature d'un contrat. La quasi-totalité des productions potagères donc, demandent des irrigations positionnées à des stades clés qui permet d'obtenir sécuriser l'implantation déjà au départ et l'objectif de rendement. Donc, la pollinisation avec l'apport de ruches
qui est essentiel pour des cultures comme les apiacées et les aliacées. En gros, on met 4 ruches à l'hectare en production hybride et 2 en variété fixée pour une seule lignée population. Donc, on a plusieurs passages d'intervention fongicides et insecticides pour maîtriser des bioagresseurs qui sont parfois spécifiques, en sachant qu'il y a certaines maladies qui sont transmises aux semences, donc il faut les maîtriser, ou on a des ravageurs qui altèrent la qualité germinative de la semence et qui nécessitent des interventions parfois en période de floraison, avec donc des colonies d'abeilles à proximité. La production de semences potagères nécessite de disposer de matériel spécifique de récolte. Ça peut être donc des endéneuses faucheuses, puisque en fait on ne peut plus réglonner nos cultures, donc la dessiccation chimique n'est plus autorisée. Ça nécessite aussi des pick-up pour la récupération des andins. Il existe aussi du matériel spécifique de récolte, notamment pour des cultures d'oignons, d'haricots ou de mâches, et ça nécessite également des installations de séchage. Donc il y a des investissements en matériel qui est assez importante quand même en semences potagères. Et il y a toute la notion du réglage des moissonneuses-batteuses, comme vous l'a expliqué Marion tout à l'heure, avec donc on a créé un guide récolte et bientôt un guide séchage qui permettent d'aider donc les agriculteurs, puisque un mauvais réglage ou un mauvais séchage peut entraîner un défaut de qualité du lot de semences produits, avec soit de la casse de graines ou des défauts de germination. Bien sûr, donc ça nécessite, donc la production de semences potagères nécessite une maîtrise, une technicité pour l'agriculteur, mais il faut savoir quand même qu'il y a un appui technique pour toutes ces productions. Appui technique qui est d'abord assuré par le technicien de l'établissement qui connaît bien sûr la génétique et la sensibilité de la variété à multiplier. Et puis nous, il y a le service technique de la FNAMS donc qui met en place des études pour répondre aux besoins de la filière. Et donc on publie chaque année donc des notes techniques qui sont disponibles sur le site de la FNAMS, et on a une revue Bulletin Semences qui donne également des informations techniques. Voilà, j'ai terminé. Alors, je vais récupérer le contrôle. Merci Élise. Je pense qu'on va passer à la partie témoignage et puis on verra les questions à la fin. Donc n'hésitez pas, hein, je vous rappelle à les poser dans la boîte de dialogue. Donc je vais laisser la parole à Édouard Faucheux sur la partie témoignage. Est-ce que vous voulez que je vous laisse la main sur le diaporama ou je passe les diapositives? Ah, vous n'avez pas activé votre micro. Voilà. Voilà, c'est fait. Merci. Non, vous pouvez. Il n'y a pas de souci. Donc, bonjour, je suis agriculteur dans le Cher et exploitant sur 340 hectares de céréales principalement, avec un petit peu d'irrigation qui me permet de faire de la production de semences potagères. Donc, je suis installé depuis 97 et la production de semences, j'ai commencé avec de la betterave, c'était historique sur l'exploitation, et ainsi que de la carotte. Je continue toujours à produire de la betterave semence
Et j'ai arrêté la production de la carotte dans les années 2000, 2003, en raison de problèmes de germination. Il y avait à l'époque des problèmes techniques qui sont pour une partie résolus, je crois, grâce au travail de la FNAMS. Mais à l'époque, j'ai orienté la production de semences sur la culture d'oignons. Voilà. Et donc, je produis des oignons population et hybrides depuis cette époque. Production d'oignons, c'est évidemment par contrat. Comme l'a dit Élise Morel avant, il faut faire attention pour les contrats d'avoir des rémunérations suffisantes pour pouvoir passer certaines années qui peuvent être difficiles, parce que la production de semences, c'est quelque chose d'assez irrégulier, notamment pour les oignons, qui nécessitent des investissements importants. Donc, il faut pouvoir faire une moyenne sur plusieurs années. Donc, lorsqu'on fait des oignons, il y a des oignons qui sont plantés soit à l'automne, soit au printemps. Donc, cela nécessite la planteuse pour disposer les bulbes dans le champ, qui sont après retournés manuellement, donc il faut de la manœuvre. Retourner le bulbe, mettre les racines en bas et la tête en haut. Ça permet une floraison plus régulière au printemps, notamment quand les bulbes sont un peu gros. Ensuite, une fois qu'ils sont retournés, ils sont butés. Et en termes d'investissement, après, c'est le séchoir à prévoir. On commence en général, quand on commence la culture d'oignons, on a des séchoirs un peu bricolés qui demandent moins d'investissement, mais si on veut faire des oignons régulièrement, très rapidement, on s'oriente vers des séchoirs un peu plus onéreux, mais beaucoup plus pratiques. Donc, type caniveau de ventilation dans du béton, avec des ventilateurs, gros débit d'air et peu de pression. En termes de conduite phyto, l'oignon est une culture assez sensible au milieu. Donc, il faut prévoir un suivi en fonction de la météo, assez constant. Si on rate des contaminations, ça peut vouloir dire une destruction de la culture avant d'arriver à terme. Parce que de toute façon, en curatif, on n'a pas de produit efficace ou très peu, et on court derrière la maladie. Après, pour la récolte, il peut y avoir la récolte soit manuelle, qui nécessite également de la main-d'œuvre, soit mécanisée. Donc, à partir d'une certaine surface, ça peut valoir le coup d'être mécanisé, sachant qu'une parcelle qui est enherbée ou qui a eu un coup de vent et dont les tiges sont couchées, parfois la machine ne peut pas passer, donc il faut malgré tout passer à la main. Ça arrive, ça peut arriver régulièrement. Voilà. Pour ce qui est de la culture de l'oignon, c'est une culture intéressante, techniquement, économiquement, mais avec un investissement important, tant en termes d'investissement financier que de temps, parce que une culture qui tolère peu les ratés. Et en ce moment, je ne sais pas s'il y a beaucoup de contrats. Il y a plutôt des boîtes qui ont baissé leur surface de production. Et à l'inverse, il y a des contrats qui peuvent traîner, mais qui ne sont pas forcément très rémunérateurs. Donc, je crois que sur le site de la FNAMS, on peut trouver des références pour estimer de la qualité du contrat, sachant que les cultures d'oignons ont des potentiels très différents en fonction des variétés. Il peut y avoir un potentiel de rendement aussi bien de 150 kg que de 800 kg. Donc, évidemment,
le prix du kilo est adapté en fonction de la variété. Donc, alors j'ai une question. Alors oui, pour la pollinisation, j'ai la chance d'avoir un apiculteur proche de chez moi qui met à disposition des ruches de façon importante. Je pense que la culture d'oignons, c'est assez intéressant pour les apiculteurs. Ça produit quand même pas mal de miel. Donc, actuellement, il fait ça gratuitement. J'ai eu par le passé un apiculteur qui me prenait une petite somme par ruche. C'était un coût supplémentaire, mais ce n'était pas très important. Maintenant, la culture de betterave porte-graine. Donc, c'est une culture que je fais historiquement. Mon père la faisait avant. En termes d'investissement au semis, c'est un semoir monograine un peu classique. Au printemps, donc semis au fin août, début septembre, avec absolument d'irrigation pour faire lever les semences, surtout ces dernières années, avec la sécheresse qu'on connaît. Ensuite, en termes d'investissement au printemps, on a le passage d'une essimeuse, une ou deux fois, en fonction des besoins. Ce sont des hybrides, donc il faut une démêleuse broyeur pour broyer les mâles à la fin de la floraison. Et puis, enfin, à la récolte, il n'y a plus de réglone, donc on endaine et on récolte au pick-up avec une moissonneuse-batteuse classique. Depuis que je récolte en andin et au pick-up à la place du réglone, moi j'y ai trouvé beaucoup d'intérêt. On a un séchage plus rapide et en général de meilleure qualité qu'avec le réglone. Voilà. Et puis le séchoir, ces dernières années, vu les conditions météo, on n'avait presque pas besoin de séchoir, mais ça reste un élément indispensable et de toute façon demandé par les établissements, parce qu'on peut aussi avoir des années où on récolte jusqu'à 20 d'humidité, donc il faut pouvoir sécher la récolte. Et puis, oui, point de vue vigilance, en termes de désherbage, depuis quelques années, enfin, on a de moins en moins de produits comme dans toutes les cultures. Et donc, pour pallier à ça, j'essaye de biner un peu plus que ce que je faisais d'habitude. Mais c'est une des techniques un peu pour compenser la perte de produits. Voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, du coup, donc vous avez répondu à la question sur les pollinisateurs, enfin sur l'aspect pollinisation. N'hésitez pas, hein, du coup, s'il y a d'autres questions, à les poser dans le chat. S'il y avait une autre question avant, alors là, du coup, qui est plus pour nous, c'était sur le fait que s'il y avait des financements pour des équipements de récupération de menu paille, donc dans la gestion avant les semences. Alors du coup, sachez qu'il y a donc dans le cadre du Cap Semence une liste du matériel éligible donc à financement, donc via le PCAE et le Cap Semence. Et donc vous avez dans ce cadre-là pas mal de matériel qui peut être financé. Hein, donc le minimum par le Cap, c'est un taux de base de financement à 20%. Et donc, faudrait regarder plus en détail si c'est compris dedans, parce que vous avez du coup du matériel de préparation de récolte et de post-récolte. Donc, peut-être que de la récupération de menu paille peut
peut être envisageable. Maintenant, il faut un investissement compris à minima de 10 000 €. Donc, c'est plutôt là où ça pourrait peut-être coincer. Voilà. Et pardon, Aude, j'ai posé la question à Marion, c'est pas du matériel spécifique semences, donc de toute façon, il ne sera pas financé Cap Filière Semences. Ouais, c'est ça, c'était ce que je me disais, c'est que par le CAP, si c'est pas spécifique, ouais. Bon. Mais vous pouvez retrouver cette liste-là, en tout cas sur le site du CAP Semences, donc CAP Filière, et vous avez la liste du matériel éligible sur le site. On a une autre question qui est sur les rendements en betterave sur les dernières années, sur l'évolution des rendements. Alors là, c'est peut-être plutôt pour Edouard. Oui, c'est une grande question ces dernières années, effectivement. Depuis, je dirais, 3-4 ans, ça dépend des producteurs, on a des soucis de rendement qui sont principalement dus à un calibre de la graine qui est trop petit pour rentrer dans la grille du contrat. Donc, des rendements avec des productions avec un taux de déchets très important à cause des petites graines, qui fait que depuis 3-4 ans, on a un réel souci de. On a beaucoup de mal à comprendre la raison de cette perte de rendement, sachant que la betterave, jusqu'il y a 5 ans, c'était la culture facile à faire, qui posait jamais de problème, tant en termes de germination qu'en rendement. Et c'est vrai que depuis 4 ans, il y a une réelle remise en question de nos façons de faire, de la culture, et le souci, c'est qu'on ne sait pas pourquoi on a ces problèmes. Est-ce que c'est le climat? Est-ce que c'est d'autres facteurs? Est-ce qu'il y a de la génétique? Et la difficulté, c'est que parmi les producteurs, de temps en temps, il y en a un qui fait un bon rendement et d'autres qui font des mauvais rendements. Donc, c'est difficile d'avoir une explication claire de cette difficulté de rendement. Mais c'est un vrai problème actuellement. Alors, je parle pour les betteraves sucrières. On est dans une zone protégée pour la betterave sucrière qui nécessite des surfaces. Tout à l'heure, on parlait des cartes pour protéger les cultures d'une parcelle à l'autre. Là, en termes de betterave sucrière, je crois qu'il ne faut pas d'une culture de betterave potagère à moins de 20 km. Sinon, les établissements peuvent remettre en cause les parcelles. Ouais, les betteraves potagères, je ne connais pas du tout, hein, donc je ne peux pas donner d'avis sur les betteraves potagères. Oui, on avait fait un petit focus, c'est vrai que sur la potagère, c'était les oignons, mais du coup, on a fait un focus sur la production de semences générale de Monsieur Faucheux. Merci pour votre participation, merci aux intervenants et puis n'hésitez pas si vous avez besoin d'informations complémentaires à contacter votre chambre d'agriculture départementale via le référent semences qui pourra répondre à vos questions. Et puis, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée.